Comment certaines personnes arrivent à croire à l'incroyable? Comment une personne normale peut finir par adhérer à tout type de croyances, penser que nous pouvons modifier la météo par la simple force de la pensée, penser sinon qu'un autre est l'incarnation directe de Dieu, ou encore que les politiques sont en fait des reptiles venus pour nous manipuler. Comment arrivons-nous à la certitude que ce que nous pensons est une réalité absolue et que par la même occasion, nous devenons les plus éveillés? C'est la question à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui. Partons donc ensemble dans le monde des croyances et dans les processus psychiques qui composent ces filouteries. Bon voyage. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que je me suis énormément documenté pour cette vidéo et pour vous construire du contenu le plus juste possible avec le plus de références possible. Donc si vous avez des questions ou autres, je vais mettre toutes les sources en description. Vous pouvez directement aller regarder pour aller plus loin dans vos recherches. Encore une fois, je préfère faire un disclaimer en vous disant que ce que je vous apporte ici sont le résultat de mes recherches que j'essaye être les plus abouties, avoir les meilleures recherches possibles. Mais pour ceux qui sont curieux et qui veulent en savoir plus, je vous mets toutes les sources en description. Bon, déjà pour commencer, j'aimerais vous expliquer une chose importante. Les personnes croyant en des choses impossibles, farfelues ou autres ne sont pas des fous, mais bien des gens raisonnés. Une étude menée par le docteur Ara Norenzayan et ses collègues explore comment les individus raisonnables peuvent en venir à croire en des idées extraordinaires. Cette étude d'ailleurs démontre que la croyance en des choses incroyables n'est pas nécessairement le signe d'un manque de rationalité, mais peut plutôt être le résultat de processus cognitifs normaux utilisés dans des contextes spécifiques. Les chercheurs ont mené plusieurs expériences impliquant des tâches de raisonnement et de mémoire. Les participants ont été exposés à des scénarios ou à des événements aléatoires qui, eux, étaient présentés comme étant connectés de manière significative. Les expériences, elles ont été conçues pour observer comment les participants interprétaient ces événements et quelles croyances ils en tiraient. Et donc les participants à l'étude étaient des individus ordinaires, souvent des étudiants en université, ou qui ont été recrutés pour participer à des expériences en laboratoire. Les participants étaient exposés à des scénarios où des événements aléatoires étaient présentés de manière à sembler connectés. Par exemple, dans le scénario numéro 1, un participant voit une série d'images où un chat noir traverse la route avant que quelqu'un ne trébuche. Et le scénario 2, ça pourrait être un participant qui entend une histoire où quelqu'un trouve une pièce de monnaie porte-bonheur et peu après, reçoit une bonne nouvelle. Et donc ces scénarios, ils étaient conçus pour être plausibles, mais sans réelle relation causale entre les événements. Après l'exposition initiale, les participants étaient soumis à des tests de mémoire pour voir comment ils se rappelaient des événements. Donc il y avait la tâche de rappel, c'est-à-dire qu'on demandait aux participants de se rappeler des scénarios qu'ils avaient vus ou entendus. Les chercheurs observaient si les participants se souvenaient des événements de manière associée, donc par exemple se rappeler du chat noir et de la personne qui trébuche, donc les deux ensemble. On demandait aux participants de juger la probabilité que trouver une pièce de monnaie porte-bonheur conduise à recevoir une bonne nouvelle. Et les réponses, elles étaient utilisées pour mesurer leur tendance à voir des connexions causales entre les choses. Les participants discutaient des scénarios en petits groupes. Les chercheurs observaient comment les croyances se formaient et se renforçaient au sein du groupe. Et les résultats de l'étude ont révélé plusieurs points clés. Déjà, les participants avaient tendance à se rappeler des événements de manière associée, même lorsque les connexions étaient aléatoires. En gros, ça montre que notre mémoire lie des événements qui semblent liés, renforçant ainsi des croyances superstitieuses. Les participants jugeaient souvent que des événements sans lien apparent étaient causés l'un par l'autre. Ça montre que notre cerveau cherche des causes et des effets, même en l'absence de preuves. Et les discussions de groupe, il faut savoir qu'elles renforcent les croyances initiales des participants. Parce que lorsque d'autres membres du groupe partageaient les mêmes croyances, celles-ci devenaient plus fortes et plus résilientes. Donc on voit bien que la folie ou l'irrationalité n'est pas l'élément déclencheur d'une croyance absurde. Et en réalité, nous sommes tous voués à subir des croyances parfois extrêmes, et notamment à cause d'une erreur que nous faisons. L'erreur principale que nous commettons en mélangeant corrélation et causalité est d'interpréter une relation entre deux événements comme une preuve que l'un cause l'autre. Et cette confusion, elle peut nous amener à des conclusions incorrectes et à des croyances erronées. Donc il y a quand même une grande distinction à faire entre corrélation
et causalité. Corrélation signifie simplement qu'il y a une relation statistique entre deux variables. Ça signifie que lorsque l'une des variables change, l'autre tend à changer également. Mais cette relation ne signifie pas nécessairement que l'une est en train de causer l'autre. Alors que la causalité signifie qu'un événement, donc la cause, produit directement un autre événement, l'effet. Pour établir une relation de causalité, il faut prouver que les changements dans la cause entraînent systématiquement des changements dans l'effet et qu'aucune autre variable n'explique cette relation. Lorsque nous voyons deux événements se produire ensemble, on a souvent tendance à penser que l'un cause l'autre. Mais cette tendance, elle est due à notre besoin inné de comprendre le monde en termes de cause et d'effet. Mais cette interprétation, elle est complètement trompeuse. Je vous donne un exemple. Imaginez que nous observons par exemple une augmentation des ventes de glace en été et en même temps une augmentation du nombre de noyades. On pourrait être tenté de conclure que manger des glaces cause plus de noyades. Il y a une corrélation qui est observée, mais pas une causalité. La corrélation, c'est quoi? C'est qu'en été, les ventes de glace et les noyades augmentent, toutes les deux. Et donc l'interprétation erronée, ça serait plutôt de dire que manger des glaces, c'est la cause des noyades, alors qu'en fait, il y a une autre variable, c'est la chaleur estivale, qui, elle, explique cette relation. La chaleur estivale augmente à la fois la consommation de glace et la fréquentation des piscines et des plages. Donc c'est normal que le taux de risque de noyage augmente, quoi. Les glaces et les noyades sont corrélées, non pas parce qu'il y a une relation causale entre les deux, mais parce qu'elles sont toutes deux influencées par une seule variable qui est la chaleur estivale. Mais cette erreur que nous faisons très involontairement est une réalité bien plus naturelle que nous le pensons, puisqu'elle vient montrer notre dépendance à de nombreux biais cognitifs. Alors, avant de vous parler de ce à quoi on est soumis, c'est-à-dire les biais cognitifs auxquels nous sommes soumis, il faut savoir que ce qui va entraîner le processus de croyance, c'est déjà une base. Il y a deux bases en fait essentielles. La première, c'est le temps de cerveau disponible. Il faut savoir que dans l'évolution de l'humanité, le temps de cerveau disponible a augmenté. C'est-à-dire que plus de tâches peuvent être déléguées, nous avons plus de possibilités de pouvoir s'intéresser à des informations. C'est-à-dire que notre cerveau s'est libéré de beaucoup de poids, ce qui fait que nous pouvons le recharger avec plus d'informations. Et plus le temps passe avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec toute l'évolution technologique qu'il y a, dites-vous bien que notre temps de cerveau augmente. Donc, c'est-à-dire que nous avons plus de possibilités à faire rentrer de l'information à l'intérieur et que ce qui va modifier notre façon de croire en ce que nous croyons, ce qui va créer des croyances peut-être qui vont amener vers de la radicalité ou autre, c'est la façon dans laquelle nous allons nourrir notre cerveau qui, lui, a de plus en plus de place pour pouvoir ingérer des informations. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une importance primordiale à savoir quelles informations nous allons vouloir traiter ou nous allons nous intéresser à quel type d'informations, parce qu'elles-mêmes vont déterminer par une relation de cause à effet ou alors de corrélation, que justement, peut-être nous allons pouvoir tendre vers une certaine croyance, vers une autre, ou alors vers un esprit critique qui va nous permettre de pouvoir douter ou utiliser le doute comme une méthode. Lorsque je sais ça, il y a un autre point de base qui arrive, c'est le thème du hasard. En fait, ce qui sépare les croyances, c'est notre point de vue et notre rapport au hasard. Soit nous pensons que tout est l'œuvre du hasard, donc en l'occurrence, il n'y a pas de causalité particulière, tout n'a pas une cause, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de cause et que le hasard serait une suite de causes à effet qui rentreraient en contact avec une autre suite de causes et d'effets qui sont toutes les deux indépendantes. Et donc, ces deux relations de cause à effet indépendantes se rencontreraient sur une place. Cette place pourrait être le hasard. Là où d'autres vont penser que non, il n'y a pas d'hasard et bien au contraire, tout a un sens. Et à partir du moment où tout a un sens, à partir du moment où nous rentrons dans cette grande idée-là, ça laisse soit une porte ouverte vers un cheminement de croyances qui va nous amener à tout type de pensée, de croyances ou autres, voire pour l'extrême de la radicalisation. Et à l'inverse, évidemment, ça marche dans les deux sens. Quand on croit notamment au hasard, c'est-à-dire qu'on peut croire au hasard, c'est-à-dire que le hasard est l'œuvre de rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Je crois en la non-existence de Dieu, donc en la non-existence de causes cachées. Et là, pour le coup, lorsque je ne crois pas au hasard, lorsque je suis persuadé de ça, ça peut aussi rentrer dans un opposé. Et donc, les deux peuvent s'affronter, les deux extrêmes peuvent s'affronter. Ceux qui ne croient pas
en une relation de cause à effet provoquée par un dieu ou autre, et ceux qui y croient que tout a un sens, que tout a un but, que tout a une direction, et bien là pour le coup il peut y avoir des affrontements qui se font et donc évidemment des séparations. Donc il est important aussi de savoir à quoi nous sommes soumis et notamment nos biais cognitifs. Mais avant de vous parler de nos biais cognitifs, j'aimerais vous parler d'une chose jointe mais importante à comprendre. Il ne faut jamais faire confiance à ses expériences. Alors la grande erreur que je découvre aujourd'hui et qu'on trouve aujourd'hui notamment dans l'industrie du coaching, c'est que sous prétexte qu'une personne a vécu un burn-out, elle est apte à parler du burn-out. Sous prétexte qu'une personne a vécu une dépression, elle est apte à enseigner ce qu'est une dépression. Ça, c'est une erreur qui est commune, c'est de penser que puisque nous avons vécu une expérience, notre expérience est vraie. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vécu, et puisque nous l'avons vécu, nous avons la preuve de l'existence de l'expérience. Attention, c'est là justement que nous pouvons faire des erreurs parce que toutes les expériences que nous vivons ne nous apportent pas forcément une vérité en soi pour la simple et bonne raison qu'une expérience peut être biaisée quand on voit notamment les illusions d'optique, les mirages dans le désert. On va avoir l'impression de voir un oasis. En fait, c'est absolument rien. Pourtant, vous avez fait l'expérience que vous avez vu un oasis. Ça ne veut pas dire que il y a un oasis qui existait avec de l'eau, avec des arbres ou autre, pas du tout. Mais par contre, vous avez fait cette expérience-là. Mais ça ne veut pas dire que cette expérience-là se rapproche du réel. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, c'est qu'on fait en sorte de plier le réel pour qu'il corresponde à l'interprétation qu'on va faire des expériences que nous vivons. Et là, ça devient tout de suite intéressant parce qu'ici, justement, nous sommes voués et nous sommes dépendants de nombreux biais cognitifs. Les biais cognitifs ont été étudiés et conceptualisés par deux psychologues israélo-américains, Daniel Kahneman et Amos Tversky, au cours des années 1970. Leur travail a révolutionné notre compréhension de la prise de décision et des jugements humains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont démontré que les individus ne sont pas toujours rationnels et que leurs décisions sont souvent influencées par des heuristiques ou plutôt des raccourcis mentaux. Les biais cognitifs sont des raccourcis de pensée ou des heuristiques que notre cerveau utilise pour traiter l'information rapidement et efficacement. Bien qu'ils puissent être utilisés pour prendre des décisions rapides, ils peuvent également conduire à des erreurs systématiques dans nos jugements. Alors, comment ça se fait qu'on en est arrivé à développer autant de biais cognitifs ? Aujourd'hui, on en répertorie plus de 150. Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'humain qui a dû survivre au danger constant dans l'évolution de l'humanité a dû s'adapter à ce danger récurrent et de ce fait, le cerveau s'est adapté à créer des raccourcis de pensée afin de voir une peluche ou voir une vibration dans un buisson et de suite partir en courant, alors qu'en réalité, cette vibration peut venir du vent et non pas d'un prédateur. Ces raccourcis de pensée-là, ils nous amènent directement à pouvoir survivre dans le monde dans lequel nous avons évolué. Donc, ces biais cognitifs sont en fait qu'une suite logique de l'évolution humaine. Je vais vous répertorier plusieurs biais cognitifs qui sont pour moi importants, en tout cas dans le système de croyance ou de formation de croyance et de comment est-ce que nous pouvons arriver à en croire en des choses parfois qui peuvent être incroyables. Par exemple, le biais de confirmation. Ce biais nous pousse à chercher, interpréter et retenir les informations qui confirment nos croyances existantes, tout en ignorant et en minimisant celles qui les contredisent. Par exemple, une personne croyant en l'astrologie cherchera des exemples où les prédictions astrologiques se sont réalisées, tout en écartant les nombreuses prédictions qui ne se sont pas réalisées. Et ça nous amène à un autre biais qui va être un biais qui va justement prendre en compte le résultat que nous allons trouver, donc c'est-à-dire la bonne prédiction, sans prendre en compte le nombre de tentatives qui y ont échoué. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que sur 1000 tentatives échouées, notre cerveau va se rappeler que d'une seule chose, de celle qui a réussi, malgré le fait qu'il y ait eu de nombreux échecs. Et donc là, on va y voir une coïncidence, là, on va y voir un signe, là, on va y voir la preuve de quelque chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Et oui, parce que le biais de disponibilité, il se produit lorsque nous jugeons la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples viennent à l'esprit. Les événements marquants ou récents sont plus facilement rappelés, ce qui peut fausser notre perception de leur fréquence ou de leur probabilité. Par exemple, des histoires sensationnelles de miracles ou de phénomènes paranormaux peuvent sembler plus fréquentes et probables simplement parce qu'elles sont
plus mémorable et médiatisé. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a énormément de choses paranormales qui se présentent à nous, mais c'est que nous retenons plus les informations qui vont nous procurer une grande dose d'émotion. Et cette grande dose d'émotion qui solidifie la mémoire, on la retrouve dans des informations qui sortent du commun ou alors qui valident ce que nous pensons profondément. Et ensuite, on a aussi le biais de réceptivité. Et là, c'est assez intéressant parce que nous avons tendance à être plus réceptifs aux idées qui viennent de sources perçues comme autoritaires ou crédibles. Bah oui. Ça signifie que les informations provenant de figures d'autorité, de célébrités ou de médias de confiance sont plus susceptibles d'être acceptées sans critique. Et ça implique pourquoi des théories incroyables peuvent gagner en popularité si elles sont promues par des personnalités notamment influentes. Et là, par exemple, j'ai un exemple concret, c'est le docteur Joe Dispenza, qui est connu pour avoir la passion d'enseigner comment utiliser les découvertes les plus récentes dans le domaine des neurosciences et de la physique quantique pour reprogrammer son cerveau, guérir d'une maladie et mener une vie plus épanouie. Il est l'auteur de best-sellers internationaux, Rompre avec soi-même et Le placebo, c'est vous. Il anime également des ateliers et donne des conférences aux 4 coins du monde. Sur son site, il organise des retraites pour apprendre à réveiller l'énergie créatrice dans votre corps et commencer à créer un nouvel avenir. Et ça, c'est super séduisant. Parce qu'en fait, on dit que c'est le docteur Joe Dispenza. Sauf que le docteur Joe Dispenza, il n'est pas neurologue et il n'est pas chercheur en neurosciences non plus. Et il n'est même pas physicien quantique. En fait, il est diplômé en chiropratique. C'est une pratique de soins de santé alternative axée sur le diagnostic et le traitement des troubles musculo-squelettiques, en particulier ceux de la colonne vertébrale. Mais en mettant le mot docteur derrière son nom, il permet de saisir plus de monde dans ses programmes, car les gens vont plus faire confiance à un docteur parlant de pseudosciences plutôt qu'à un simple moldu passionné par les sciences alternatives. Et ça, c'est quand même beaucoup moins séduisant. Et donc, l'effet de mettre docteur derrière un nom afin de pouvoir valider les propos qui sont mis à l'intérieur, de suite ça met une crédibilité et donc du coup on va beaucoup moins douter des informations. Et c'est là qu'on fait une grosse erreur. C'est pas parce qu'une personne n'est pas docteur que ce qu'il dit sur la neurologie est fausse, mais c'est pas parce qu'une personne est docteur que ce qu'il dit sur la neurologie est vrai. Et donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit que vous pouvez guérir grâce à la physique quantique et que cette personne-là est docteur, je vous invite quand même à douter un petit peu et à vous renseigner sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui adapter la physique quantique dans notre vie. Ça, c'est un autre sujet, mais grosso modo, réussissez à utiliser le doute comme une méthode et non pas comme douter du monde entier, de tout, douter même de sa propre existence. Ne faites pas non plus du Descartes à l'extrême. Et ça nous amène à un autre effet qui s'appelle l'effet de halo. Et lui, il se produit lorsque notre impression générale d'une personne ou d'une organisation influence notre perception de leur déclaration spécifique. En gros, si nous avons une opinion positive d'une source, nous sommes plus enclins à accepter leurs déclarations sans remise en question, même si elles sont extraordinaire ou incroyable. Par exemple, moi j'ai des tatouages. Vous pourriez très bien dire que ce que je dis, on ne va pas écouter quelqu'un qui a des tatouages parce qu'il faut vraiment être perdu pour avoir des tatouages, il faut vraiment être bête. On peut avoir des idées préconçues sur des gens qui ont des tatouages et de ce fait, me mettre moi dans la case des gens et des idées que vous avez sur des gens qui ont des tatouages afin de pouvoir faire coïncider, en fait, pour pouvoir joindre vos croyances à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais il peut se créer une dissonance cognitive, c'est-à-dire que lorsque vos opinions que vous avez sur le groupe que je reflète est en inadéquation avec ce que je dis, en l'occurrence, il va y avoir une confrontation interne, une dissonance cognitive qui va se créer. Et dans cette dissonance, dans cette confrontation, il va falloir trouver un réajustement des modalités internes, c'est-à-dire un réajustement de nos interprétations que nous faisons du monde, de nos représentations du monde. Et donc, ce réajustement, il se fait soit en appuyant nos croyances que nous avons sur la personne, alors pas forcément la personne, mais sur le groupe qu'elle reflète, d'accord ? Et de ce fait, essayer d'adapter la personne dans ce qu'elle dit dans notre groupe, afin qu'il y ait une cohésion parfaite, ou sinon, réajuster nos croyances en disant qu'en fait, tous les gens qui ont des tatouages ne sont pas des gens qui sont perdus, ne sont pas des gens qui sont bêtes. Bon, vous voyez bien que naturellement, notre cerveau et nos processus cognitifs nous trompent et nous emmènent vers des simplifications de la pensée de manière très naturelle. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai décelé 7 niveaux nous emmenant à croire à l'incroyable. Les croyances, il faut savoir qu'elles ne se forment pas instantanément. Elles émergent progressivement, étape par étape, au fil du temps,
Et voici du coup les 7 étapes que j'ai relevées. En numéro 1, l'exposition initiale, c'est-à-dire que le processus commence souvent par une exposition initiale à une idée ou à une information. Et ça peut se produire de diverses manières à travers une conversation, la lecture d'un livre, une émission de télé ou une influence d'une figure d'autorité. Et cette première rencontre avec l'idée peut susciter la curiosité, l'intrigue ou même, à l'inverse, le scepticisme. Imaginez que vous entendez parler de l'astrologie pour la première fois, lors d'une discussion entre amis. L'un de vos amis mentionne que les signes astrologiques peuvent prédire la compatibilité amoureuse. Ok ? Bon, vous écoutez attentivement, mais vous restez sceptique. Ça, c'est la première phase. Et ça nous amène à la deuxième, qui est la répétition et la familiarité. En fait, après l'exposition initiale, la répétition, elle joue un rôle important. Les idées ou informations répétées fréquemment deviennent plus familières et par conséquent plus acceptables. En fait, ce phénomène, il est connu sous le nom d'effet de simple exposition. Et ça montre que nous sommes plus enclins à accepter quelque chose que nous rencontrons régulièrement. C'est pour ça que les marketeurs vous diront toujours qu'il faut que votre client ait vu 7 fois votre offre avant de l'acheter. C'est la régularité dans le fait d'être exposé à quelque chose. Et donc cette familiarité progressive, elle peut réduire les résistances initiales et ouvrir la voie à l'acceptation. Donc après cette première rencontre, vous commencez à voir des horoscopes dans des magazines ou alors sur des sites internet ou autres et que vous fréquentez régulièrement. Et vous commencez à lire votre horoscope chaque jour, trouvant souvent quelques petites correspondances avec vos expériences quotidiennes, ce qui rend l'idée de l'astrologie de plus en plus familière et peut-être même acceptable. Ça nous amène à la troisième phase qui est l'influence sociale et culturelle. Oui, parce que les interactions sociales et les normes culturelles, c'est majeur dans la formation de croyances. Pourquoi ? Parce que les conversations avec des amis, avec la famille, avec des membres d'une communauté, ça peut renforcer une idée qu'on a en nous et ça donne une légitimité sociale. Par exemple, les croyances qui sont partagées au sein d'une culture ou d'un groupe social peuvent être perçues comme des vérités acceptées, créant ainsi un environnement où les idées sont continuellement renforcées. Donc là, je continue. Vous remarquez que plusieurs de vos amis croient fermement en l'astrologie en discutant avec eux de manière régulière. Lors de vos soirées, le sujet revient souvent et vos amis partagent leur expérience personnelle qui semble peut-être valider les prédictions astrologiques. Donc la croyance en l'astrologie devient une norme sociale dans votre cercle d'amis, renforçant ainsi votre acceptation. Ça m'amène à la quatrième étape qui est la validation expérientielle. Oui, parce que l'expérience personnelle, elle contribue à la formation des croyances. Les événements vécus peuvent être interprétés comme des preuves soutenant une croyance particulière. Par exemple, quelqu'un qui attribue une coïncidence positive à un porte-bonheur commencera à croire en l'efficacité de cet objet. Les expériences subjectives, bien qu'elles puissent être biaisées, elles jouent un rôle puissant dans la solidification de nos croyances. Donc vous continuez dans votre horoscope, vous avez parlé avec vos amis, et un jour vous lisez un horoscope qui vous prédit une rencontre amoureuse marquante. Ok. Plus tard, dans la semaine ou autre, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous commencez une relation qui est sérieuse. Et donc là, il y a une coïncidence qui se fait et qui renforce votre croyance en l'astrologie, car vous voyez cela un peu comme une preuve que les prédictions peuvent se réaliser. Ce qui me mène à la cinquième étape, l'intégration cognitive. Et oui, parce qu'au fil du temps, les idées répétées et validées expérientiellement, elles commencent à s'intégrer dans notre cadre cognitif. Oui, parce qu'elles deviennent des espèces de schémas mentaux ou des heuristiques que nous utilisons pour interpréter le monde. Et donc cette intégration cognitive, elle signifie que les croyances ne sont plus seulement des idées flottantes, mais des éléments intégrés de notre pensée et de notre perception. C'est vraiment intégré en nous. Donc là, vous avez fait votre rencontre avec cette personne, vous avez eu les validations vraiment que l'astrologie, en fait, ça fonctionne vraiment. Et donc avec le temps, vous intégrez l'astrologie dans votre cadre cognitif. Vous commencez à utiliser les signes astrologiques pour prendre des décisions sur des relations, le travail et d'autres aspects de votre vie. Par exemple, vous pourriez éviter de planifier des événements importants lors de Mercure rétrograde parce que c'est jugé comme étant défavorable ou c'est pas forcément bon parce que c'est pas le meilleur moment. Ça m'amène à la sixième étape. Cette sixième étape, c'est la confirmation qui est sélective. Parce qu'en fait, une fois que les croyances sont intégrées, le biais de confirmation, il entre en jeu. Parce que nous commençons à rechercher, interpréter, mémoriser les informations qui confirment nos croyances. Et des croyances qui existent déjà, tout en ignorant, en rejetant celles qui les contredisent. Oui, c'est plus facile.
Ce processus de confirmation sélective renforce encore davantage les croyances, les rendant bien plus résilientes face aux défis et aux contradictions. En fait, vous pouvez commencer à remarquer et à vous souvenir des événements qui confirment les prédictions astrologiques tout en minimisant ou en oubliant ceux qui les contredisent. Par exemple, si votre horoscope prédit une journée difficile et que vous rencontrez des obstacles, vous vous souvenez de la prédiction et la voyez comme validée, même si vous ne prenez pas en compte les nombreux jours où les prédictions ne se sont pas réalisées. Logique. Et enfin, la dernière étape qui est la cristallisation et la défense. Finalement, les croyances, elles atteignent un stade de cristallisation où elles deviennent des convictions. Et ces convictions, elles sont fermement ancrées. Parce qu'à ce stade, elles font partie intégrante de notre identité, de notre vision du monde. Toute menace contre ces croyances est souvent même perçue comme une attaque personnelle. Elle conduit à des mécanismes de défense tels que la rationalisation ou la dissonance cognitive pour protéger et maintenir nos propres croyances. Donc au final, votre croyance en l'astrologie, elle devient une conviction qui est profonde. Vous défendez activement l'astrologie lorsqu'elle est remise en question par d'autres. Si quelqu'un critique l'astrologie, vous utilisez vos expériences personnelles et les discussions avec vos amis pour justifier vos croyances et vous vous sentez personnellement attaqué. En fait, on attaque votre autorité lorsque vos croyances elles-mêmes sont critiquées. C'est pourquoi ça ne sert à rien de vouloir détruire des croyances, parce que c'est pas grave de croire en des choses incroyables. Parce que c'est pas grave de croire en des choses incroyables, c'est pas grave non plus de croire en l'astrologie. Il n'y a rien de grave à tout ça. Si ça fait du bien aux gens, c'est très bien. Les gens ont totalement le droit de croire et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet de pouvoir lutter contre la tragédie de la vie, ça permet de pouvoir mieux vivre des expériences difficiles, d'avoir une meilleure résilience. Ça permet de pouvoir de faire face à la vie en quelque sorte. Donc les croyances sont pas quelque chose de mauvais en soi, pas du tout. Nous sommes des animaux de croyances. Nous avons tous des croyances. Maintenant, là où ça pose problème, c'est lorsque les croyances se font passer pour des savoirs. C'est-à-dire que lorsque la croyance ne peut plus être remise en question parce que la croyance est en fait devenue une vérité. Une vérité que nous défendons fermement, mais que nous aussi imposons très indirectement aux autres. Et c'est lorsqu'il y a une imposition des croyances, lorsqu'il y a une radicalisation de la pensée qui peut arriver, comme vous l'avez vu de manière très légère, avec plusieurs étapes. Ça arrive doucement, ça se met en place. C'est pas un processus qui arrive, c'est un processus qui est radical, mais qui n'arrive pas de manière radicale. C'est un processus qui est lent. Et c'est pour ça que ça devient intéressant par la suite, parce que on va radicaliser notre pensée. Il faut savoir se défendre contre ça. On voit bien comment les croyances peuvent s'installer progressivement par étapes successives. En fait, chaque étape renforce la précédente. Elle transforme une idée qui est initialement rencontrée en une conviction qui est aujourd'hui profondément ancrée. Ce processus, il montre comment des mécanismes cognitifs sociaux et expérientiels peuvent interagir pour former et consolider des croyances, même celles qui peuvent sembler incroyables au départ. Bon, là, l'exemple est celui de l'astrologie, mais le processus est le même et peut-être plus ou moins long pour tout type de croyances. Mais maintenant que nous savons tout cela, comment réussir à vaincre la radicalisation de la pensée? Lorsque le processus est devenu si long, si lent, qu'il s'est tellement endurci qu'en fait notre pensée est devenue complètement radicale. Nous sommes vraiment radicalisés, nous sommes rentrés dans un extrémisme profond de la pensée, de la croyance. Et comment on fait en fait, pour réussir à vaincre la radicalisation de la pensée, à renforcer notre esprit critique, afin que justement nous soyons plus esclaves de tout type de croyance et faire de notre rationalité une force pour combattre la désinformation? Eh bien, ça sera justement le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à cette vidéo. Je vous invite aussi à la partager, à la liker. Ça m'aide énormément aussi par rapport au travail que je vous fournis aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et la prochaine vidéo, je vous expliquerai justement toutes les techniques et sûrement justement avec un spécialiste pour apprendre justement à lutter contre la radicalisation de la pensée, pour faire attention à ce que nos croyances ne deviennent pas des extrémismes, pour faire aussi attention avec à la radicalisation que nous pouvons rencontrer, pour réussir à déconstruire quelques croyances que nous avons et que les autres peuvent avoir, et aussi à développer son esprit critique, quand bien même on peut toujours essayer de le faire quotidiennement et nous-mêmes ne pas être soumis à différents types de désinformation. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui, j'espère, peut toucher beaucoup de monde, qui, j'espère aussi, peut aussi sensibiliser certaines personnes. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire, c'est important. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon book club. Voilà, j'ai un book club sur Patreon où c'est aussi le moyen pour vous de soutenir mon travail. C'est aussi le moyen pour vous d'avoir du contenu exclusif que je partage
à l'intérieur. J'organise des lives, je vous offre des lectures en fait personnalisées où je vous propose des livres rien que pour vous. Je vous propose énormément de choses dans ce book club. Je vous invite vraiment à y participer. Vous avez tous les liens en description de tous mes réseaux sociaux où me retrouver, peu importe. Vous avez absolument tout en description. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.